On va partir sur le contraste principal de deux campagnes. Une campagne qui est construite sur la colère, et souvent c'est un ressort qui fonctionne. C'est en tout cas le choix de Donald Trump. Je sais que c'est un thème qui sera évoqué demain par Claire, savoir si au cœur de l'Amérique, cette Amérique qui croit à ce pays qui est au bord de la faillite, au bord de l'apocalypse. C'est la manière dont Trump en parle, en tout cas depuis des années. C'est-à-dire que d'un côté, il y a quelqu'un qui fait campagne, Kamala Harris, qui existe là depuis un mois. Et de l'autre côté, il y a Trump qui martèle son message de fin de l'Amérique, de nation qui est en train de complètement s'effondrer depuis 3 4 ans. Donc c'est pour ça, souvent j'ai les messages, je dis mais comment les gens peuvent croire à tout ça? C'est que Trump répète ce thème, il n'a jamais cessé d'être en campagne. Je sais qu'on en parlait moins, surtout dans les médias généralistes, parce qu'ici on a continué à le faire dans les médias généralistes et encore moins dans les médias français. Mais il faut bien comprendre que il y a eu le 20 janvier 2021 où il a quitté la Maison-Blanche. Il a attendu 1 ou 2 mois pour que le public digère un peu les souvenirs du 6 janvier étaient pas loin, pour ensuite repartir en campagne sous différentes formes, avec entre autres des meetings, avec une tournée de conférences avec Bill O'Reilly. Il y a eu beaucoup de choses, et il a en permanence martelé ce thème de l'Amérique en déclin, maintenant même du monde, cette volonté de dire que le monde est à la veille, au bord d'une troisième guerre mondiale. Et donc il y a une partie de la population américaine qui est convaincue de ça, parce que ça fait 4 ans qu'ils entendent ça en permanence dans la bouche de Trump et de ses alliés. Donc ça, c'est le cœur de sa campagne, et il a rajouté une nouvelle dimension qui est de se dire, voilà, le pays est en déclin, et je suis en colère. Cette colère, pour Trump, s'illustre de différentes manières. Il a dit, c'est un élément de son discours, en disant « Laissez-moi être votre vengeance ». Il veut se venger, lui, des affaires judiciaires, il veut se venger, lui, des trahisons politiques, mais il demande à l'électeur, imaginez comment c'est dangereux, il dit à l'électeur « Laissez-moi être votre vengeance, mettez-moi à la Maison-Blanche et je vais vous venger de toutes les difficultés que vous vivez au quotidien. Donc tout cet univers qui vous veut du mal, je vais vous venger. » Et donc, pour l'électeur américain qui vit dans un petit village de Pennsylvanie, une petite ville du Nevada ou de l'Arizona, cette idée de vengeance, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui sont exclus du rêve américain, qui sont au bord de la route, physiquement, en plus c'est souvent le cas, comme symboliquement, et qui ont le sentiment que si leur vie est bloquée, s'ils en sont au niveau où ils en sont, c'est parce que les minorités, qu'elles soient sexuelles ou raciales, les élites, les fameuses élites décrites par Donald Trump lorsqu'il parle du swamp, qui vont scellent à la fois les élites politiques à Washington, les élites économiques à New York, les élites culturelles à LA. C'est tous ces gens-là qui sont responsables de l'échec de certaines existences. Et lorsque Trump dit « je vais vous venger, je serai votre retribution », il leur dit voilà, tous ces gens-là, je vais les attaquer et je vais leur faire payer le prix pour vous permettre de sortir du caniveau. C'est vraiment un mécanisme important pour comprendre la popularité de Donald Trump, et de comprendre pourquoi il compte sur ce vote-là pour gagner en novembre prochain, et comment il a fait autant de voix en 2020.
hein. Les gens qui sont allés voter pour Trump en 2020, il a reçu plus de voix en 2020, même s'il a perdu, que ce qu'il avait reçu en 2016 en gagnant la présidence. Et ces nouveaux réservoirs de voix, ce sont exactement ces personnes. Lorsque vous regardez la carte électorale américaine de 2020, au-delà des 270, lorsqu'on rentre dans le cœur de l'électorat, et je vais vous parler du Nevada, on voit que le Nevada est bleu. C'est pour ça que cette carte, malheureusement, j'ai pensé à utiliser d'autres cartes qui sont plus représentatives de la réalité démographique et de l'installation de la population, mais elles sont beaucoup moins lisibles. Malheureusement, on est habitué à ça. Et donc, on a le sentiment de se dire, en prenant le Nevada qu'on connaît bien, on voit le Nevada en bleu. En fait, si le Nevada est en bleu, c'est parce qu'il y a 2 villes qui ont voté principalement pour Joe Biden, Las Vegas au sud et Reno au nord. Il y a peu de monde déjà, mais c'est des victoires de Donald Trump avec des endroits où il a eu près de 90% de la population d'un village qui va voter pour lui. Et donc, un village où il n'y a pas forcément de possibilité de sortir et de toucher ce rêve américain qui est vendu dans l'ADN des États-Unis, qui souvent est un mensonge d'ailleurs. C'est l'excuse de dire, voilà, vous allez travailler dur, vous allez souffrir, il n'y aura pas de filet pour vous retenir si vous échouez, mais par contre, vous allez, si ça marche, vous allez profiter d'une existence extraordinaire. C'est un petit peu le mensonge américain à ce niveau-là. Et Trump, donc, va chercher ces gens-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est encore en course, malgré tous ses excès. C'est parce que il continue à connecter avec cette partie de la population qui est donc au bord de la route en leur disant « je vais être votre vengeance », et même si, comme le signale Patty, il n'a pas fait grand-chose pour eux, hein, ces décisions fiscales, par exemple, ont été pour bénéficier les plus riches aux États-Unis. Mais en tout cas, il a réussi à se positionner comme ça, et c'est pour ça que vous avez des gens qui n'ont rien, qui sont en admiration totale face au prétendu sacrifice de quelqu'un qui est un milliardaire et qui a grandi dans un monde qui a absolument rien à voir et qui sans aucune connexion avec cette Amérique-là des laissés pour compte. En tout cas, il est devenu, pour beaucoup de cette Amérique des laissés pour compte, il est devenu leur porte-parole et il est devenu leur candidat. Et donc, dans cette campagne vers ces Américains oubliés, il a rajouté une dimension de la vengeance et désormais de la colère en se positionnant comme étant un homme en colère, angry man, en espérant que les Américains en colère sur leur situation difficile vont aller vers lui. Et donc, évidemment, c'est la porte ouverte à tous les excès, et ça va encore malheureusement se dégrader dans les 54 jours qui restent, parce que c'est la seule manière que Donald Trump peut être élu. La seule manière que Donald Trump peut être élu, c'est d'espérer qu'il arrive en 54 jours à diviser autant l'Amérique et à exciter autant la haine de l'étranger et de l'autre. Ce qui est intéressant, on le verra demain, c'est que les groupes qui sont à l'origine de cette rumeur des Haïtiens qui mangent les chats et les chiens, ils ont essayé pendant 2 ans de s'attaquer, de diviser les petites communautés rurales américaines sur le wokisme, sur les transgenres, sur les drag queens et sur les gays. Et ça n'a pas vraiment marché. Et donc, on est retourné à des classiques qui est le racisme et la haine de l'étranger. Et Trump veut profiter de ça et va profiter de ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Cette campagne qui est déjà extrêmement spectaculaire va devenir odieuse
Je vous préviens, elle va devenir odieuse dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et le secret de la victoire électorale, ça sera justement de la part de Kamala Harris de marquer de plus en plus son contraste avec ça et d'espérer qu'elle appelle à une vaste coalition, à une vaste majorité qui s'inscrit en faux contre ces mouvements qui font appel aux pires pulsions des êtres humains, qui va être celle de Donald Trump. Et donc on va voir, par exemple, que cette notion de « je suis en colère », que vous allez beaucoup entendre dans les prochains jours. On a vu que lors de son premier meeting à Tucson, en Arizona, premier meeting après le débat, il est parti sur ce thème-là, « Je suis un homme en colère ». Mais en fait, ça remonte d'avant. Je vais vous montrer un extrait d'une conférence de presse de Donald Trump, un point presse, une rencontre presse, parce que j'aime pas ce terme conférence de presse, parce qu'il n'est pas là pour répondre aux questions, et les 2 ou 3 questions qui lui sont posées, ce sont en fait des journalistes alliés qui lui proposent ce qu'on appelle des softballs, donc des questions pour le mettre en valeur, où déjà il expliquait, donc c'était au mois d'août, il expliquait qu'il était un homme en colère, et vous allez voir comment cette excuse de « je suis un homme en colère » permet de justifier tout. Je suis un homme en colère parce que, à l'époque, le thème c'est « je suis un homme en colère parce qu'on a utilisé la justice contre moi alors que je n'ai rien fait. Et donc, comme je suis une victime, j'ai le droit d'attaquer Kamala Harris et Tim Walz. » On écoute. I'm very angry at her that she'd weaponized the justice system against me and other people. Very angry at her. I think I'm entitled to personal attacks. I don't have a lot of respect for her. I don't have a lot of respect for her intelligence. And I think she'll be a terrible president. And I think it's very important that we win. And whether the personal attacks are good, bad, I mean, she certainly attacks me personally. She actually called me weird. He's weird. It was just a soundbite. And she called J.D. and I weird. He's not weird. He was a great student at Yale. He went to Ohio State, graduated in 2 years at the top of his class, and all of these different things. And we have this guy that's running a very failed state, who's had a terrible career. I mean, you have him saying they're weird. No, he's a weird guy. And she's weird in her policy. Who wouldn't want to have strong borders? Who doesn't want to have lower taxes? You know, all my life I've watched as politicians campaigned, and I've always been on, for the most part, on the other side, on the side that these people are on. And they always talked about, we're going to reduce taxes. This is the only campaign I've ever heard where they're saying, we're going to increase your taxes. And then people say they're going to vote for him? I don't know. So I don't think so. I don't think people know who she is yet. Because really people didn't know. You can ask the man on the street. I saw it on one of the shows today. They asked the man on the street, what's the last name of Kamala? Nobody knew. It's Harris. Nobody knew the last name. I don't even use it because nobody knows who I'm talking about. People don't know who she is. She's a radical left socialist. But beyond that, I mean, she's way beyond socialism, who's going to destroy our country. And when they find out, I think you're going to see something. But right now, even not knowing her, and with all of like the cover of Time magazine, they didn't put a picture. They got a great artist to do it. What was that all about? What was that all about? The whole thing is crazy. I just want to win for the country. Some people say, oh, why don't you be nice? But they're not nice to me. They want to put me in prison, just so you understand. They tell me I should be nice. They want to put me in prison. It's never happened before in the history of our country. I did nothing wrong. Voilà, c'est du typique Trump où ça part dans tous les sens, d'accord ? On passe d'un sujet à l'autre, incapable de terminer une phrase, mais sur le fond, c'est la première fois qu'il articule, en tout cas si on peut dire ça comme ça, il articule l'utilisation de la colère. Il parle de sa colère
Et vous allez voir comment le message a évolué. Donc de sa colère parce que il le dit, hein, c'est vraiment le secret de Polichinelle de sa campagne, c'est ils veulent me mettre en prison. Et on sait que la raison si Trump est candidat aujourd'hui, c'est qu'il n'a plus le choix. C'est soit la présidence, soit la prison. Gardez-le toujours en tête et encore plus dans les 55 jours qui arrivent parce que c'est ce qui va justifier tous les excès que vous allez voir. C'est que pour éviter la prison, Trump va être prêt à tout. Donc à l'époque, c'est d'attaquer Kamala Harris à plein de niveaux différemment. Ça part un petit peu dans tous les sens. On remarquera, vous l'avez remarqué, le fait qu'il n'avait pas digéré, et il n'a toujours pas digéré, le fait qu'on l'ait accusé d'être weird, d'être étrange. On voit la portée de la chose. Il revient sur cette fameuse couverture de Time Magazine que Thomas va vous montrer, qui en plus contribue à le côté de ce phénomène. On va parler de la Kamala Mania, de la Kamala Era. Vous comprendrez plus tard pourquoi c'est quelque chose qui rend complètement fou Trump, qui ne supporte pas que d'autres que lui aient un traitement de star, et parce qu'il sait que si les démocrates arrivent à mettre sur pied la stratégie sur laquelle ils sont en train de travailler, il y aura un élan tellement grand. Donc ça, c'était au mois d'août. Il était en colère par rapport aux affaires judiciaires. Là, maintenant, nous sommes rentrés dans une dimension beaucoup plus grande. C'est qu'il s'est rendu compte que ce thème qu'il a souvent mis en avant, je suis en fait à travers moi, il vous vise vous, et je suis au milieu, en gros je vous protège, dans la réalité, c'est que c'est un thème de la colère qui connecte moyennement avec son électorat, qui n'a pas forcément de problème judiciaire. Mais par contre, s'il dit, et c'est ce qu'il va commencer à faire, c'est ce qu'il a commencé à faire hier, je suis en colère parce que ce pays est rongé par des étrangers qui viennent violer, tuer, égorger les jeunes américaines, même si c'est pas vrai, d'accord ? Non seulement la criminalité est en baisse dans ce pays, mais les fameux immigrés pointés du doigt par Trump ont une criminalité qui est encore plus basse que celle des Blancs américains. Mais c'est le genre de détails qui ne le tiennent pas. Et donc, il y a cette réappropriation de la colère en disant, finalement, c'est la vôtre que je prends. Et si je suis en colère, c'est parce que vous aussi, vous l'êtes, et vous avez raison de l'être encore plus. On va écouter, justement, hier, en Arizona, à Tucson, lorsqu'il est parti sur ce thème de « je suis en colère ». Oui, on a dit pendant le débat que j'étais en colère, et je vais vous demander de prêter attention à différentes choses, évidemment les propos, mais surtout derrière, et c'est le plus effrayant, les réactions de la foule pour ce qui est quasiment un appel au meurtre. C'est parti. There will be no third debate. It's too late anyway. The voting's already begun. You got to go out and vote. We got to vote. This is going to be the most important vote in the history of our country. It'll be the most important. People said that I was angry at the debate. Angry. I was angry. And yes, I am angry because he allowed 21 million illegal aliens invading our communities. Many of them are criminals. Many are criminals. I'm angry. I'm angry.
They said he's an angry person. No, they're destroying our country. I don't like. She's smiling. All practice, right? Did you see her? She's like, we're talking about a border invasion, the likes of which no country has ever suffered, and she's like this. But I am angry about Venezuelan gangs taking over Aurora, Colorado. And illegal Haitians, and he came in, illegal Haitian migrants taking over a beautiful place. It was so beautiful. Springfield, Ohio. I was there. I campaigned there a while ago. Springfield, it was so beautiful. Now it's just, what a place. Donc vous avez compris, c'est extrêmement... cette vidéo me perturbe énormément parce que Trump est en train de libérer le pire du pire du pire des pulsions de la foule qui est là. Vous avez entendu les réactions lorsque il explique qu'il est en colère parce que il y a des dizaines de millions d'étrangers qui sont en train d'envahir le pays. Comment cette foule, lorsqu'il utilise le mot « angry », qui est vraiment un appel à la haine, se met à chanter « USA, 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 USA ». Donc ils accolent ce principe cette définition de la haine à celle de la nation américaine, et donc du coup justifie tous les excès. Ça veut dire que si demain il peut y avoir un débordement, il est fait au nom du patriotisme, comme Trump avait demandé le 6 janvier 2021 au nom du patriotisme de venir défendre ce pays qui était en train de leur être enlevé, et c'est pour ça que les gens ont marché et ont envahi et ont agressé les policiers qui protégeaient le Capitole. Et donc voilà, ça va être ces 55 jours de campagne. On a arrêté là parce qu'en fait, il en parle pendant plusieurs minutes. Et donc la haine va être au cœur de la campagne de Trump. On va en parler évidemment dans notre émission de demain parce que c'est sa manière de tenter d'être élu en souhaitant que, en parlant à ce peuple-là, en faisant des signaux plus ou moins, qui pendant longtemps a été plus ou moins voilés vers les suprémacistes blancs, vers les racistes. C'est la nouvelle coalition de Donald Trump. La nouvelle coalition de Donald Trump, c'est exactement ça, parce que on y revient, c'est la prison ou la présidence. Et donc, il va être prêt à faire exploser ce pays pour éviter la prison. Hein? Vraiment, sais pas une émission qui... Vous me connaissez, je n'essaie absolument pas d'être anxiogène ou angoissant, mais c'est une réalité. Malheureusement, le passage que je viens de vous montrer, il n'a pas été diffusé par les chaînes nationales. C'est ce genre de passage qu'il faudrait montrer parce que il démontre le danger d'une présidence Trump, et avant une présidence Trump, il démontre le danger d'une candidature de Donald Trump, de la campagne Donald Trump. Donc face à ça, face à cette campagne de la haine, du côté de la campagne Kamala Harris, on se dit voilà, il faut partir sur un positionnement contraire. Et ce positionnement contraire, c'est qu'il faut rassembler les Américains de bonne volonté. Les Américains qui ne se reconnaissent pas dans ce discours de l'appel au crime. Il y a donc une publicité que vous avez déjà vue, mais je vais la rediffuser. La première publicité qu'elle a réalisée à la sortie du débat, où elle réutilise les images du débat, pas pour attaquer Donald Trump, mais pour inscrire encore une fois sa différence et son appel à tous les Américains. Et tous les Américains, c'est cette publicité qu'elle va commencer à diffuser demain dans les États clés, qu'on va voir à la suite de cette première. C'est parti Thomas.
There are two very different visions for our country. One that is focused on the future, and the other that is focused on the past. We're a failing nation, a nation that is dying. We're a nation that's in serious decline. What I do offer is a new generation of leadership for our country, one who brings a sense of optimism about what we can do. We all have so much more in common than what separates us, and we can chart a new way forward. I'm Kamala Harris, and I approve this message. Voilà, donc ça c'était la première publicité qui est sortie quelques heures après la fin du débat, donc de marquer le contraste entre cette vision ultra pessimiste du pays, d'une nation qui est en train de mourir, et elle qui s'inscrit dans cette volonté de construire ensemble le futur et de rassembler. Et la prochaine, donc celle qui sera diffusée à partir de demain, va encore plus loin dans cet esprit-là de se dire il faut tendre la main à tous les Américains, parce que la seule manière de battre Trump, c'est de recréer cette coalition qui ressemble à celle de Joe Biden en 2020, où vous avez des démocrates, des jeunes, des femmes, des indépendants et même quelques républicains qui ont voté contre Donald Trump. On regarde donc cette nouvelle publicité qui sera diffusée à partir de samedi dans les États clés de cette élection. Il n'y a pas de son, ça rend les choses un petit peu compliquées. On va faire une pause de 2 secondes, voir si j'arrive à la récupérer pour vous la montrer, parce que elle inscrit vraiment Kamala Harris dans cette volonté de cette campagne pour tout. On se retrouve tout de suite. Voilà, nous revoilà. Je pense que je l'ai retrouvé. Oui, je vais l'envoyer tout de suite à Thomas pour qu'il puisse vous la passer, parce qu'elle vaut vraiment. C'est important de la voir. Justement, en plus, c'est formidable. C'est que elle vient d'être mise il y a quelques minutes sur la page. Donc, Thomas, je viens te l'envoyer sur WhatsApp, je pense. Voilà. Nous y sommes. Excusez-nous de ce petit mouvement de flottement. On aurait pu passer outre, mais je veux vraiment vous partager sur cette différence, ce contraste de communication entre Kamala Harris et Donald Trump. Thomas est en train de récupérer tout ça, en espérant que cette fois-ci, il y aura le son. Voilà, nous y sommes presque. C'est une histoire de quelques secondes. As a prosecutor, I never asked a victim or a witness, are you a Republican or a Democrat? The only thing I ever asked them, are you okay? And that's the kind of president we need right now.
someone who cares about you and is not putting themselves first. I intend to be a president for all Americans and focus on investing right now in you, the American people. And we can chart a new way forward. I'm Kamala Harris and I approve this message. Donc voilà, donc c'est encore une publicité qui reprend des moments du débat, des moments forts. On a beaucoup parlé des moments où Donald Trump avait perdu le contrôle du débat, le contrôle de ce qu'il devait faire et de ce qu'il devait dire. Mais cette partie où Kamala Harris explique que lorsqu'elle était procureure et qu'elle avait quelqu'un face à elle qui était en souffrance, qu'il fallait défendre, sa question n'a jamais été de savoir si c'était un républicain ou si c'était un démocrate, mais de savoir s'ils étaient OK, si ça allait bien, et en disant voilà, je veux être je veux devenir cette présidente de tous les Américains. Le spot de pub s'appelle d'ailleurs All Americans. Donc je veux être cette américaine, ce président de tous les Américains, quel que vous soyez, pour construire le futur. Donc d'un côté, vous avez un candidat, vous venez de le voir, qui appelle encore plus à la violence, qui va chercher le public en disant voilà, vous êtes en colère, moi aussi, donc votre colère est légitime parce que je suis un modèle, je suis l'ancien président, je veux devenir le nouveau président, donc si moi je suis en colère, c'est acceptable que vous le soyez. Et à juste titre, parce que on est en train de tout perdre, la nation est en train de mourir, les étrangers sont en train de venir violer vos femmes et vos filles, assassiner vos frères et vos fils. Donc voilà, la fin justifie les moyens et la situation est grave. Donc d'un côté, il y a ces deux approches 100% opposées pour le coup. C'est même pas une question de droite ou de gauche ici, c'est qu'on a deux visions différentes de la société. Et du côté de la campagne de Kamala Harris, on se dit comment maintenant ce message-là, on le fait passer aux Américains. Et on le fait passer à une majorité d'Américains, ces fameux 5-6%, parce qu'il y a plus grand monde qui n'a pas décidé pour qui il allait voter pendant cette campagne. Et c'est là qu'on se rend compte que, on en revient un petit peu au sujet tout à l'heure avec notre première émission de Rock the Democracy avec Belkacem Balaoui plus tôt, qui était de se dire il y a ce côté star qui est intéressant. Pas star, le côté clinquant, mais le fait que Kamala Harris, sa montée en puissance, dépasse la couleur politique, dépasse le cadre d'une élection. Et c'est vers ce côté-là que les démocrates vont tenter d'aller dans les prochaines semaines pour essayer de rassembler autour de Kamala Harris un mouvement populaire qui dépasse les appartenances à un parti ou les thèmes abordés. On le voit, on va revoir par exemple une vidéo de son arrivée hier en meeting en Caroline du Nord. Il y a un phénomène, ce sont des salles, des salles. Elle a fait 2 meetings dans le même état hier, ce qui est extrêmement rare. Et ces 2 meetings qui étaient tous pleins. On en a parlé ce matin dans Maintenant Matin, en termes de capacité de la salle. Ce sont des salles qui, hier par exemple, une des salles utilisées par Kamala avait 10 fois plus de place que celle utilisée hier par Trump. Et donc, on essaye de s'emparer de ces images-là. On va voir une vidéo dans quelques secondes de cette arrivée pour se dire, voilà, essayons de connecter avec une autre Amérique, comme en 2008, Barack Obama avait réussi à le faire. On regarde tout de suite l'arrivée.
Je lisais différentes chroniques dans la presse régionale de la Caroline du Nord, de journalistes qui traitent la politique américaine en Caroline du Nord depuis 20-30 ans, hein, donc des vétérans de la presse locale. Je lisais leurs chroniques ce matin et ils expliquaient qu'ils n'avaient jamais vu ça. Que ça soit les campagnes de Trump ou que ça soit la campagne d'Obama. On a une photo d'ailleurs d'une campagne d'Obama pour faire vraiment cette espèce de parallèle en termes à la fois en termes de foule. Voilà, donc ça, c'est évidemment l'auteur du poster de Obama, le fameux Hope, qui fait forward. Mais Thomas, on avait dessous, à côté de Oprah, voilà, la photo des genres de foule qui étaient là pour ce Hope, pour ce change. Et donc, l'idée il reste que 55 jours, c'est un pari énorme qui peut fonctionner comme il peut complètement rater, et de recréer ce phénomène populaire et de se dire, on va aller au-delà. La preuve, la nouvelle campagne d'affichage dans 2 villes des États-Unis, et 2 villes uniquement, du Parti démocrate qui reprend la terminologie de la dernière tournée de Taylor Swift. Donc c'est ce poster sur la Kamala era, donc la voilà. Donc c'est une nouvelle affiche du Parti démocrate, hein, vous voyez, c'est quelque chose qui est complètement officiel. Et cette affiche est dans 2 villes. Elle va être à Las Vegas à partir de ce soir, en plein milieu du strip. Il y a un énorme mur en LED et cette affiche va être là. On va essayer de vous la récupérer. Et elle est désormais à New York, c'est-à-dire qu'elle est sur Times Square. Je vais vous montrer depuis hier soir. On a des photos pour vous montrer qu'on essaye de sortir du cadre politique. On n'est pas habitué à avoir des affiches électorales au milieu des néons de Times Square. Donc vous voyez, vous avez la publicité Coca-Cola en bas et au-dessus de ça, vous avez la publicité, Thomas, si tu peux zoomer, donc de cette publicité sur Kamala. Donc on joue cette carte-là de manière positive parce que souvent il y a eu une prudence et on l'a vu par exemple au moment de la convention démocrate, il y avait peu d'accent sur les stars dans le sens de dire voilà, on veut pas être ce parti parce qu'on nous le reproche très souvent qui est noyauté par les stars de Hollywood, mais on est en train de partir sur une dimension contraire, de dire non, finalement la star, vous l'avez, c'est Kamala. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, il faut aller convaincre des gens qui ne sont ni démocrates ni républicains, et surtout des gens qui ne s'intéressent pas à la politique. Ce sont eux, malheureusement, ce sont eux qui vont faire la différence. Et dans cette stratégie, il y a un espoir au niveau des démocrates, c'est l'enthousiasme. C'est une statistique que je vous avais montrée dans le camp démocrate par rapport à la candidature de Kamala Harris. Et vous allez voir à quel niveau, si Thomas tu peux nous la mettre, tu peux nous mettre voilà cette statistique, à quel niveau l'espoir autour de la candidature de Kamala Harris se trouve. Donc, vous voyez que nous avons, donc c'est à travers les temps, de 2000 à 2024, et la candidature, donc comparatif entre celle de Trump et de Kamala Harris, vous voyez qu'il y a plus d'enthousiasme, plus d'attente sur la candidature de Kamala Harris que la candidature de Donald Trump au sein des républicains. Il a un véritable problème, Donald Trump, c'est que vous avez moins d'élan, enthousiasme chez les républicains pour Donald Trump en ce moment qu'il y en avait en 2012 pour Mitt Romney. Il y a une partie des républicains qui ont déconnecté
avec Donald Trump. C'est 64%, c'est vraiment un chiffre inquiétant, c'est haut, mais c'est inquiétant pour les républicains. On voit qu'en 2008, avec la victoire de Barack Obama, la candidature de John McCain n'avait pas du tout excité les républicains. Ils ont réussi à remonter la pente avec les candidats suivants, mais Donald Trump a un problème. Il a un véritable problème. Et donc, pour capitaliser là-dessus, alors qu'on voit que donc, Kamala est au même niveau que Obama en 2008, les démocrates vont aller dans ce sens-là. La semaine prochaine, il va y avoir un événement majeur de campagne avec une interview au sein de cet événement majeur de campagne. On va vous le faire vivre en direct, normalement. On est en train d'organiser tout ça avec Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est une star absolue aux États-Unis qui connecte avec une partie de cette Amérique profonde, cette Amérique qui est parfois déconnectée et larguée du rêve américain. C'est quelqu'un qui a la même approche que Kamala Harris. Vous voyez au début de cette publicité, lorsqu'elle dit, voilà, lorsque quelqu'un venait me voir en me parlant d'un problème, une personne avait été violée par exemple, ça faisait partie des dossiers que Kamala Harris s'occupait au début de sa carrière. Elle disait que sa question n'avait jamais été de savoir si elle avait face à elle un républicain ou un démocrate, mais savoir si la personne allait bien. C'est la même philosophie autour des émissions de Oprah Winfrey. Et la semaine prochaine, il va y avoir ce rassemblement virtuel de tous ces courants. On vous parle des Swifties for Kamala, il y a les chefs de cuisine pour Kamala, il y a les hommes blancs pour Kamala, il y a les femmes pour Kamala, il y a les bibliothécaires pour Kamala, the nurses for Kamala. Tous ces mouvements vont se regrouper dans un événement majeur pour faire sortir justement le thème de cette campagne en dehors des chemins balisés des personnes qui s'intéressent à la politique pour aller chercher ces 5-6% d'électeurs qui ne s'intéressent absolument pas mais qui vont aller voter, et de les convaincre de se joindre au mouvement. On passe d'une campagne politique à un mouvement. C'est la stratégie des démocrates. Et donc, on va voir Oprah Winfrey qui annonce ce moment-là que normalement, nous vous ferons vivre en direct sur la chute. So exciting, bringing all the diverse groups across the country together. Win with Black women, white women answer the call, the cat ladies, the comics for Kamala, the chefs for Kamala, everybody coming together for what I think is going to be one of the biggest voting rallies ever held. So look at the link below for how to join us and unite for America with a very special guest, Kamala Harris. Donc voilà, on est passé du mouvement en expliquant que le mouvement, cette vague populaire, est la seule manière de battre Donald Trump et son appel à la haine. Et évidemment, on va suivre ça de cet événement à tous les autres. Je voulais conclure ce segment avant d'ouvrir notre ligne pour vous avoir au téléphone et pour que vous nous disiez justement ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne stratégie ou pas, et répondre à vos questions sur la campagne US. Je voulais conclure sur une sorte on appelle ça un crossover. Kamala et les versions instrumentalisées des chansons qui ont été créées par les internautes, entre autres les utilisateurs de TikTok, pour se moquer de ces appels à la haine de Donald Trump. Et encore une fois, comme je le disais en introduction, cette moquerie est saine, cette moquerie est nécessaire. C'est une des armes pour s'attaquer à la haine. On regarde ça tout de suite. They're eating the
dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. They're eating the cats, they're eating the dogs. Eat the cat, eat the cat. 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 They're eating the dogs. Donc voilà, c'était bref, mais donc c'est une version remix qui reprend les images très célèbres de 2019-2020 avec Kamala en train de danser. Et dessus, il mange des chiens. Voilà, c'était notre bonus de la chute. Thomas, évidemment, vous le remettra en vidéo. On ne va pas se quitter. On ne va pas partir sur un nouveau lien. C'est bien ça, Thomas. On va rester ensemble. On va passer à notre dernière partie de notre soirée. On a eu Rock the Democracy. On a eu le bonus de la chute. Et maintenant, nous allons passer en mode, je sais que vous adorez ce moment-là, de maintenant à vous, où nous allons vous partager un lien pour vous entendre. Encore une fois, c'est complètement gratuit pour appeler l'émission. Vous serez complètement anonyme. On aura votre voix, on aura votre nom, mais ça s'arrêtera là. On va faire une petite pause de quelques secondes, le temps que Thomas règle tout ça. Et puis, on se retrouve pour maintenant à vous.